J'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame Ferrer pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Si avec mon groupe La France Insoumise, nous déposons cette motion de rejet, c'est parce que sous couvert de quelques articles auparavant, vous voulez faire passer des régressions environnementales dans les articles 4, 6 et 9 de cette proposition de loi. Ainsi, l'article 4 sanctuarise la politique du stockage d'eau, alors que la loi Montagne de 1985 prévoyait simplement de favoriser nos politiques d'usage partagé de la ressource en eau. L'article précise les différents usages concernés, dont majoritairement les activités économiques et productives, mais sans les hiérarchiser. Ainsi, en cas de tension sur la ressource, les besoins essentiels comme l'eau potable et les usages économiques ou récréatifs sont mis sur le même plan selon la rédaction actuelle. Alors même que les conflits d'usage de l'eau s'intensifient déjà dans de nombreux territoires et qu'aucune solution ne semble trouvée à ce jour pour les dépasser, c'est ainsi que nous avons déposé un amendement pour prioriser l'accès à l'eau potable, les besoins de la sécurité civile, l'abreuvement et sanctuariser l'eau comme un bien commun soumis en priorité à des impératifs de préservation écologique. Amendement qui a été rejeté. Sachant que cet article maintient également la possibilité de pompage dans les nappes phréatiques en zone de montagne. L'article 6, quant à lui, assouplit considérablement les règles d'urbanisme en zone de montagne. Cet article met fin à la nécessaire continuité pour justifier de nouvelles constructions. Avec cet article, un bois, un champ, une prairie, une exploitation agricole ne constitueront plus une discontinuité et une construction au-delà sera possible. Il permet donc l'étalement urbain en zone de montagne et la dispersion des habitats, là où la loi Montagne de 1985 visait à les interdire. C'est un énième détricotage de la loi zéro artificialisation nette et on ne les compte plus. Mais c'était sans compter la copie du Sénat qui introduit un article 6 bis qui facilitera encore davantage l'urbanisation, notamment autour de plans d'eau, en faisant prévaloir la loi Montagne au lieu de celle sur le littoral. L'article 9 s'inscrit dans cette même logique d'exploitation de nos ressources naturelles, dans cette recherche de rentabilisation sans conditionnalité. Il vise à favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français pour soutenir la filière bois en montagne. Les associations de protection des forêts, comme Canopée, alertent sur la tendance à une industrialisation croissante de la gestion forestière en France. Or, la simple promotion de certification ne garantit pas une amélioration des pratiques. Il y a 10 jours, nous avons vu brûler la forêt de Fontainebleau. Parmi les causes invoquées, les politiques de plantation de résineux à croissance rapide pour répondre aux besoins exclusifs de l'industrie du bois de construction. Un rapport d'information du Sénat pointe cette politique d'enraisinement comme étant à corriger. Entre autres recommandations énoncées par ce rapport, l'État ne doit plus financer des projets de plantation uniquement guidés par le rendement financier. Il recommande de conditionner l'octroi des aides publiques à des engagements stricts de diversification et au respect des sols forestiers. Les marques de certification du bois de montagne doivent ainsi intégrer une exigence de diversité et de sobriété réelle dans l'exploitation forestière, afin de préserver les fonctions écologiques des forêts au-delà de leur seule valorisation économique. Mais cette exigence de durabilité dans l'exploitation des forêts est absente de ce texte. Quelle irresponsabilité au regard de l'actualité qui nous presse d'agir pour préserver nos espaces naturels. L'article 5, lui, s'attelle au développement de l'usage de la voiture électrique dans les zones de montagne en multipliant les bornes de rechargement. Or, comme le rappelle l'Agence internationale de l'énergie, un véhicule électrique nécessite en moyenne 2,2 fois plus de métaux critiques qu'un véhicule thermique, ce qui accroît la pression sur le gisement de ces ressources se trouvant principalement en dehors de nos frontières, sans contrôle sur les conditions de leur extraction. Une transition réellement énergétique et écologique implique de réduire le nombre total de véhicules, leur taille et leur poids.
Le développement des infrastructures de recharge électrique doit être conditionné à une transformation structurelle des politiques de transport. Or, l'article susvisé s'inscrit exclusivement dans une logique d'adaptation de l'infrastructure à la voiture individuelle électrique, sans une transformation structurelle des mobilités, incluant le développement prioritaire des transports publics de proximité, du ferroviaire et des solutions mutualisées indispensables au désenclavement durable et à la réduction effective des émissions. Enfin, cet encouragement à l'usage pratique de véhicules électriques ne s'accompagne d'aucune mesure de justice sociale garantissant l'accès effectif à ces véhicules, dont l'acquisition, en dehors de dispositifs limités comme le leasing social, demeure majoritairement accessible aux ménages des classes moyennes et aisées. L'ensemble de ces mesures allant contre le bon sens dicté par le réchauffement climatique est enrobé dans des mesures de différenciation pour les territoires de montagne qui partent d'un bon principe, mais servent surtout de paravent. D'autant plus que ces mesures visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne butent très rapidement sur leur nature non contraignante et butent également sur la réalité des moyens alloués. Parmi ces mesures auparavant, on trouve une obligation de prise en compte effective des spécificités des écoles de montagne pour l'ouverture ou la fermeture de classes selon leur isolement, démographie, conditions d'accès, temps de transport. Cette mesure est de bonne intention, mais irréalisable sans régler la question centrale des moyens de l'éducation nationale. Pour cela, il faudrait une modification du projet de loi de finances. Sans création de postes et soutien de l'État au service public de l'éducation, cette mesure de prise en compte de la spécificité des zones de montagne reste largement déclarative. Je rappelle ici que la France insoumise dépose tous les ans des amendements au projet de loi de finances demandant des moyens supplémentaires pour l'éducation nationale. Le budget 2026, tout au contraire, supprime 4 032 postes, donc 2 229 dans le premier degré. Comment dès lors donner force de loi à cet article incorporé dans ce texte visant à maintenir des classes en zone de montagne ? Parmi les autres mesures qui resteront fantoches se trouve également l'intégration d'un représentant des collectivités territoriales des zones de montagne au sein du conseil d'administration des agences régionales de santé. Or, la présence des collectivités territoriales est déjà assurée au sein des conseils d'administration des ARS, qui comprennent notamment des représentants des régions, départements, communes et groupements. L'ajout d'un représentant spécifique issu des territoires de montagne ne modifie ni l'équilibre global des pouvoirs au sein des ARS, toujours dominés par l'État, et l'assurance maladie, ni des capacités concrètes d'action des territoires sur l'offre de soins. Ce texte s'attache également à garantir un accès par voie terrestre dans des délais raisonnables à la médecine générale, aux urgences, à la réanimation et à une maternité pour les populations de montagne. Cependant, comme pour la proposition concernant l'organisation scolaire, nous alertons sur l'insuffisance des moyens alloués au système de santé et sur le caractère partiel de ces mesures qui ne permettent pas de répondre structurellement aux inégalités territoriales d'accès aux soins. Enfin, la création d'une commission dédiée à la montagne au sein des EPCI, que propose aussi ce texte, peut permettre une meilleure prise en compte des spécificités de ces territoires dans les politiques intercommunales. Toutefois, il s'agit d'une instance supplémentaire à caractère consultatif qui ne modifie ni les compétences des EPCI, ni les moyens concrets dont disposent les collectivités pour agir. Par ailleurs, cet article ne précise aucune orientation globale aux EPCI en matière d'objectifs environnementaux. Si l'exposé des motifs de cette loi part d'un constat juste, à savoir le réchauffement accéléré des territoires de montagne, elle en tire des conclusions profondément problématiques et à contresens. Là où il faudrait s'attaquer aux causes du dérèglement climatique, à savoir sortir des énergies fossiles, transformer le modèle agricole, engager une vraie sobriété, le centre et la droite choisissent au contraire d'en accélérer les causes. Valérie Masson-Delmotte du GIEC nous alerte sur le fait que chaque demi-degré compte. Et on le voit nettement en montagne. On voit actuellement les effets de la sécheresse sur les estives, sur les forêts avec des incendies. Et c'est bouleversant tellement c'est concret. Les effets du réchauffement climatique impactent les glaciers et donc les stocks naturels d'eau douce. En 2000, il y avait 44 glaciers pyrénéens. En 2025, il n'y en a plus que 15 et en 2035, les glaciologues annoncent la disparition totale de ces écosystèmes glaciaires du fait des activités humaines. Le réchauffement climatique bouscule notre manière de vivre en montagne et je comprends qu'il puisse y avoir de l'inquiétude, voire de l'anxiété des habitants et des habitantes des territoires montagnards. Cependant, cette loi va à rebours de la protection que nous leur devons. Malgré des annonces en faveur des zones de montagne, le texte de loi ne prévoit ni moyens suffisants ni mesures contraignantes. On retrouve toujours les mêmes logiques, favoriser le stockage de l'eau via des retenues collinaires, plutôt que restaurer les sols et le cycle naturel de l'eau. Accélérer les infrastructures pour la voiture électrique plutôt que de développer des transports publics accessibles. Maintenir des logiques d'aménagement qui bétonnent toujours plus nos espaces vulnérables.
Qui plus est, le texte assume une vision productiviste de la montagne, soutien à l'agriculture, sans bifurcation agroécologique, promotion de la filière bois dans une logique d'exploitation, extension des usages touristiques et économiques, gestion de l'eau pensée comme une ressource à répartir entre des intérêts concurrents. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui refuse toute transformation en profondeur, comme tous les textes de loi que fait passer la Macronie et ses alliés depuis qu'elle est au pouvoir, niant la réalité des limites planétaires et poursuivant au contraire durablement l'accélération du dérèglement climatique. Voilà pourquoi nous avons déposé cette motion de rejet et je vous invite à la voter.